Ok, c'est parti. Donc, on finit le dernier module sur les avions, ok, sur la partie tout ce qui est connaissance des avions. On fait un petit rappel sur l'avion, qu'est-ce qu'on a dedans, avant de passer à la suite. Alors, la partie jaune, c'est ce qu'on appelle le fuselage. Là, c'est la partie qu'on appelle tout ça, l'aile, ok. Sur l'aile, on va avoir deux parties mobiles, une ici, une ici. Alors celle-là, elle n'est pas représentée là, mais elle existe. La plus proche, c'est les volets qui servent à quoi? Décoller, augmenter la portance. Augmenter la portance, voilà. Au décollage, ils vont permettre d'avoir plus de portance à des vitesses plus faibles. Et à l'atterrissage, Annuler la portance. alors, Enfin, diminuer la portance. ah non, on veut quand même augmenter la portance, ça c'est pas le problème, mais Plaquer l'avion sur le sol. non, ça c'est les spoilers, c'est ceux qui sont sur le dessus là. Pour éviter que ce soit moins violent à l'atterrissage. Ouais, en fait, ça va nous permettre, pour la même portance, d'avoir une vitesse plus petite. Et donc, on va arriver moins vite sur la piste. Et donc, c'est mieux, hein, pour s'arrêter ensuite, c'est mieux. Ok, donc ça, c'était les volets. À côté, on a les ailerons. Les ailerons, ils servent à quoi? Il sert à faire cette trajectoire Ouais, ça c'est l'axe de roulis. Ok. Donc les ailerons, il y en a un qui se lève, l'autre qui se baisse, et ça fait que l'avion va faire ça. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? L'arrière, ça s'appelle? le directeur de direction. Alors, ici, la gouverne de direction. Cette partie-là, c'est la gouverne de direction. On l'actionne avec quoi? Ah oui, j'ai oublié de dire, les ailerons, on les actionne avec quoi? Le manche, dans quelle direction? Droite-gauche, ok. Gouverne de direction, on l'actionne avec les palonniers, ouais, les pédales. Ok, vous vous souvenez, quand on était dans l'avion, on met des pédales, et ça fait ça. Ça me fait tourner l'avion sur quel axe? L'axe de lacet, c'est-à-dire celui-là, là. Touk, touk, droite-gauche, comme ça. Ok. Il nous reste une dernière commande qu'on n'a pas encore dit, ouais. Gouverne de profondeur, qui est cette partie-là qui vient se baisser. Je l'actionne grâce à Avec le manche, d'avant en arrière, ok. Quand je pousse, l'avion, il va avoir une assiette à piquer. Quand je tire, l'avion va avoir une assiette à cabrer. Ok. Bon, c'est pas trop mal. Type d'empennage ici? classique. C'est un classique. Le T, il serait ici. Ok. Après, on peut avoir l'empennage comme ça, là. En V, c'est le papillon, ouais. Ok. Et ensuite, on a celui où il y a les deux. Alors, il n'y a pas d'empennage horizontal ici. C'est deux petites moustaches ici. C'est l'empennage canard. Ok. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour rapidement de tout ce qu'il y avait à revoir. Ok. Ça, c'est les trucs importants qu'on va revoir plein de fois, mais ça fait pas de mal. Alors, on va parler de l'hélice. Qu'est-ce que j'ai fait de mes règles? Alors, dans l'hélice, on va avoir plusieurs trucs. Noah, est-ce que tu peux appuyer sur le bouton qui est le plus proche de la porte, s'il te plaît? Merci. Comme ça, on y verra un peu mieux là. Ok, c'est bon, vous y voyez mieux là? Ok. Alors, pour les hélices, je vous redonne encore les numéros de vidéo. E29, hein, pour Aero Angel, ça correspond à E29. Dans une hélice, je vais retrouver plusieurs choses. Alors, ce qu'il faut pour vous savoir, c'est qu'est-ce que c'est la pale de l'avion. J'ai plus aucune hélice ici, ok. La pale de l'avion, c'est cette partie-là. Sauf que souvent, quand vous me dites ça, c'est l'hélice. Non, attention, faut pas confondre. L'hélice, c'est l'ensemble, et la pale, ce n'est que ça, d'accord? Au milieu, on a ce qu'on appelle le moyeu. Ah non, je vais parler d'avant. Ah oui, toi, tu voulais dire là, ici? Ça s'appelle comment? Le cône, on peut appeler ça le cône. Oui, il y a un autre mot. T'es sûr, la tulipe? Je suis pas sûr du mot tulipe. La base de la pale, entre la pale et le... Je sais pas ce que tu me dis là. Désolé. Donc j'ai la pale, ici j'ai le moyeu, ok. Et alors derrière on aurait le moteur. Et là il y a un petit élément. Alors un réducteur, est-ce que vous savez ce que ça fait? Ouais. Ouais, alors quand on réduit la vitesse, ça augmente là le couple. Voilà. La puissance, normalement, on a la même puissance en entrée et en sortie. Si on diminue la vitesse, le moteur tourne très vite, mais il n'a pas beaucoup de force de couple. D'accord? Eh bien, on va réduire la vitesse, mais par contre, on va augmenter la force. Ça, c'est ce que fait le réducteur.
Qu'est-ce qu'il faut connaître? Il faut savoir qu'on a deux choses dans une hélice. Alors, les hélices, il y a deux grandes catégories qu'on va voir après. Les hélices à pas fixe et les hélices à pas, forcément, variable. L'avion que vous avez vu au club, c'était un pas fixe, pardon. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas régler le pas de l'hélice. Alors, c'est quoi le pas? Alors, déjà, on va parler, imaginez, ça c'est l'axe. Alors, je me mets là. Ça c'est l'axe, d'accord, de mon moteur. L'hélice, elle est ici. Là, je vais avoir un angle sur lequel je peux venir jouer comme ça, là. Touk, touk. Ok. Et certaines hélices ont l'hélice, le pas qui va être fixe, d'accord? Ou l'angle qui va être fixe. Sur d'autres, on peut, avec une manette, venir faire légèrement tourner la pale, comme ça, pour qu'elle soit plus ou moins penchée quand elle attaque l'air. Ça sert à quoi de changer? Ouais. Est-ce que ça puisse aller plus vite ou que ça ait plus de force? Exactement. Donc on va en parler juste après. Mais effectivement, le calage de la pale comme ça va donner soit plus de vitesse, soit plus de force. Un peu comme quand vous êtes en vélo. Quand vous êtes en vélo et qu'il y a une côte, vous n'êtes pas en 5e vitesse, hein. Vous êtes en première vitesse. Alors, ça pédale plus facilement. Par contre, on n'avance pas très vite. Là, c'est pareil sur le pas. Au décollage, on a besoin d'avoir de la force et on a besoin que ça commence à grimper, quoi. Après, quand on est directement dans l'air, on est comme en vélo, hein. Quand on est sur du plat, en vélo, on peut mettre la 5e vitesse, il n'y a pas de souci, on est déjà lancé et tout ça. Ok? Voilà. Alors, ce qu'il ne faut pas confondre, c'est ces deux éléments-là. Le calage, c'est l'angle qu'il va y avoir entre la perpendiculaire et ça. Hop. Donc ça là, le bêta, c'est ce qu'on appelle le calage. C'est pas le bêta, c'est le θ. Là. Ça, c'est le calage. D'accord? Ça, c'est important, c'est le truc comme ça. Et le pas, c'est quoi? C'est quand si je regarde mon avion qui avance et que je regardais dans l'espace, alors je vais essayer de faire un dessin dans l'espace. Je suis désolé par avance. Est-ce que vous voyez mon truc qui est en train de tourner comme ça? Vous arrivez à le visualiser à peu près? Donc, c'est en train de tourner en avançant. Et bien le pas, c'est cette distance-là. Ça, c'est le pas de l'hélice. D'accord? Bien entendu, les deux, ils ont une relation que vous n'avez pas à savoir. D'accord? La seule chose que vous allez avoir à savoir, c'est juste après, je vais vous le dire. Donc, il faut savoir quoi? Il faut savoir que le calage de l'hélice va changer le couple et la vitesse qu'on va pouvoir avoir. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Je peux effacer? Non, j'attends une seconde. C'est bon? Ok. Alors, le problème, c'est qu'une hélice, on ne peut pas la faire tourner trop vite. Alors, pourquoi? Imaginez, ça c'est mon hélice. Quand je tourne, là, ce point qui est là, je vais faire un point qui est ici, il ne bouge pas beaucoup. Il a bougé de 1 cm. Par contre, si je prends un point qui est là, il a bougé ici, là, de presque 20 cm, un truc comme ça. Donc en fait, les points qui sont en bout d'aile, en bout d'hélice, vont beaucoup plus vite que les points qui sont au milieu. Un peu comme quand vous êtes dans un manège, si vous êtes proche du centre, il ne se passe pas grand chose, c'est un peu chiant. Si vous mettez vraiment à l'extrémité, sur les manèges qui tournent, ou les tourniquets, ou les trucs comme ça, en extrémité, ça tire vers l'extérieur. Et ça va beaucoup plus vite. Ok? Pour éviter, le problème c'est que, vous êtes d'accord que l'hélice, c'est comme une aile. Donc quand elle vient dans l'air, il y a, si vous imaginez que ça c'est mon aile, qu'est-ce qui se passe? Une aile qui est dans l'air qui ne va pas très vite, elle a un tout petit peu de portance. Une aile qui va très vite, elle a beaucoup de portance. Donc si je devais faire un dessin de mon hélice vu de face, hein, donc là j'ai mon hélice, je ne sais pas si vous le voyez, mais ici comme ça ne va pas très vite, il y aurait un tout petit peu de force qui tire l'avion vers l'avant. Mon avion est là. Hein. Là j'ai mon avion. Ouais, je sais. On ne juge pas. Roman, je t'ai vu juger. Alors, ici, ça va très vite. Donc, comme ça va très vite, il y a une force plus grande. Qu'est-ce qui se passerait pour ma pale si ça tire beaucoup plus ici qu'ici?
se déformer. Ah ouais, elle risquerait de faire... elle ferait ça. Hein. En gros, si j'ai plus de force au bout qu'au milieu, ça ferait ça. Ok? Donc en gros, je volerai... D'ailleurs, on le voit des fois sur certains modèles d'aéromodélisme, les bouts de l'hélice sont un peu vers l'avant comme ça. Ça fait un peu comme, je sais pas, un truc moche. Pour éviter ça, est-ce que vous savez ce qu'on fait? Pour éviter que la pale, elle ait trop de force là-bas et pas assez ici. Je pense qu'on doit mettre un peu de masse qui Non. va équilibrer. On ne met pas de masse. Faut tordre la pale. Exactement. Ça, vous le voyez vachement sur les éoliennes. On vrille la pale comme ça. Bon, j'ai pété ma règle, mais on vrille la pale. Ça fait quoi? Ça fait que celle-ci, quand elle voit l'air avec un certain angle, qu'on appelle l'angle d'incidence. Celle qui est ici, le voit avec un angle plus petit. Un peu comme si dans mon avion, dans un cas, j'ai mon avion, le centre, il essaye de voler comme ça, et l'autre, il essaye de voler comme ça. Il y en a un des deux, il va voir l'air de manière un peu différente que l'autre. Et ça ne va pas générer la même portance. La portance, elle dépend de l'angle entre l'air et l'aile. Et bien là, on va retrouver ça. Si je vrille ma pale, au moment, ici, je vais la vriller, hop, je viens la vriller. Alors, je vais faire un truc très vrillé, mais hop là, c'est très vrillé. Ok. Ouais, je sais, mes dessins ne sont pas améliorés. Et bien en vrillant, je vais perdre un petit peu d'efficacité ici pour que partout, la force soit quasiment la même. Voilà un petit peu. Donc vous verrez là, vous regarderez la prochaine fois qu'on ira à l'aéroclub, les pales de l'hélice sont vrillées. Alors ça fait pas un demi-tour, hein. Ça fait un tout petit peu. Mais un petit peu qu'on voit bien quand même. J'ai oublié de les amener là, je les ai laissés chez moi, sinon je vous en amènerai des petits modèles et vous verrez bien le vrillage de l'hélice la prochaine fois. Ok? Et puis quand on va aller à Ratier, quand on va voir des pales, vous regarderez le vrillage. Ok? Ouais. Il y en a une qui a laissé deux pales et Ah ben alors si tu veux, quand on a fini le cours, on ira voir en bas pour ceux qui veulent. Pour ceux qui ne seront pas encore partis, on fera ça. Ok. Ok. Le deuxième problème d'un bout de pale qui va trop vite, c'est que ça fait énormément de bruit. Voilà. Et que ça pourrait même dépasser la vitesse, le mur du son, et faire des effets de compression de l'air qui seraient désastreux et qui feraient des problèmes. Alors surtout sur les avions de chasse où ils peuvent avoir ce genre de problème, quoi. Voilà. Heureusement, ils n'utilisent plus d'hélice à ces vitesses-là. Ok? Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. En gros, ce qu'il faut imaginer, on a l'axe de la pale qui est ici, sauf que la pale, elle est en train de tourner. Alors ça, c'est un truc qui n'est pas facile à voir. Comme la pale est en train de tourner, normalement, on a du vent qui vient d'en face. Sauf que ma pale, en même temps qu'elle a le vent qui vient d'en face, donc le vent arrive de face. Sauf que ma pale, elle est en train de tourner très vite. Même plus vite que le vent. Donc en fait, par rapport au vent qui arrive, la pale, elle est en train de partir sur le côté. Donc si je devais faire un petit dessin, en gros, ma pale, il y a une certaine quantité de vent ici, d'accord? Mais ma pale, elle est en train de partir à telle vitesse. Et donc, la vitesse du vent que la pale elle voit en bougeant, c'est ça. Elle a l'impression que le vent, il vient comme ça. Ce qui nous arrange, parce que une aile d'avion, si on imagine que ça, c'est une aile d'avion, le moment qui est top pour l'aile d'avion, c'est quand le vent, il vient légèrement en dessous, comme ça, là. Ouais. Donc, ça, c'est ce qui fait que ça marche, en fait, l'hélice. Pourquoi ça tire vers l'avant? Eh bien, ça tire vers l'avant parce que ma pale est en train d'avancer par rapport au vent qui vient en face. Et donc, du coup, comme elle se barre en même temps, elle a l'impression que le vent vient de la direction bleue. Et quand j'ai une aile d'avion, la portance, elle est dans quel sens par rapport à l'aile de mon avion? Ouais. En dessous. La portance? Non. Ouais. Et comment en termes d'angle? Si je mets mon avion comme ça, est-ce qu'elle est comme ça, ma portance? Ouais, perpendiculaire. Ok? Donc ça, on va le voir quand on fera tout ce qui est mécanique et tout ça, enfin, les forces et tout. Mais déjà, on peut avoir l'idée. En gros, ce qui va se passer, c'est que la force qui est exercée par l'hélice, c'est ça. Ça, nous, ce qui nous intéresse, c'est quelle partie? C'est que celle qui nous tire vers l'avant. D'accord? Et ça, c'est quoi? Comment on avait appelé ça quand on a une aile classique, un truc qui tire vers l'arrière? Ça s'appelle là? La traînée. Alors là, c'est pas vraiment une traînée. D'accord? Là, ici, c'est plutôt, ça va empêcher le moteur de tourner. Regardez, c'est dans le sens inverse de la rotation. Donc ici, là, ça va nous créer ce qu'on appelle un couple résistant.
Et c'est pour ça, c'est un peu comme quand vous pédalez. Hein. Quand vous pédalez et que vous essayez de monter une côte, vous appuyez sur la pédale. Mais quand vous appuyez sur la pédale, vous avez besoin de forcer. Pourquoi? Parce qu'il y a un couple qui résiste. Ok? Parce que le poids, ben, il vous empêche de monter, quoi. Voilà un petit peu l'idée. Est-ce que ça va? Et ça, c'est la force de traction. C'est pour ça que ça tire vers l'avant, en fait. Une hélice, c'est comme une pale, c'est comme une aile d'avion qu'on aurait mis à l'horizontale devant l'avion, quoi. Quand même stylé. Ouais, non. Je trouve ça stylé. Le alpha, ici, on en reparlera plus tard. C'est ce qu'on appelle l'angle d'incidence. Ok, on en reparlera quand on fera les forces de manière très claire. Donc vous le notez juste ici, le alpha qui est là. Ça c'est l'angle d'incidence. Et VR ça veut dire vent relatif. Voilà. Comme ça je vous donne les grands éléments. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Alors j'efface. Ah, qui c'est qui m'a dit non? Pardon. J'efface ça en attendant. C'est bon? C'est mieux? Ok. Au fond aussi, c'est bon? Ok. Alors, on va arriver au premier truc à savoir quand on pilote un avion. Le premier truc qui n'est pas intuitif. Jusque-là, on va dire que le coup du manche et tout ça, ça fait un peu ce qu'on veut, c'est intuitif. Maintenant, on va apprendre tous les trucs qui ne sont pas intuitifs. Et le premier, c'est ça. Mon hélice, elle tourne. Vous êtes d'accord? Elle tourne dans ce sens-là, par exemple. Donc vous imaginez, ça c'est mon hélice. Elle est en train de tourner dans ce sens-là. Sauf que si elle tourne dans ce sens-là, le moteur à l'intérieur, il tourne dans quel sens? Et en fait, le moteur, il n'est pas attaché à l'avion, sinon ça ne tourne pas. Il y a une partie qui est attachée à l'avion, une partie qui n'est pas attachée à l'avion. Mais si l'hélice, il veut la faire tourner comme ça, mon avion, il aurait un premier effet qui aurait tendance légèrement à faire comme ça, à tourner dans l'autre sens. Bon, ça c'est un premier effet un peu pourri, mais souvent on ne le voit pas trop. Parce que l'avion, il a quand même une certaine inertie. Par contre, mon hélice, quand elle tourne, vous êtes d'accord qu'elle fait du vent. Et ce vent, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il vient s'enrouler comme ça. Putain, je sais. Bon, vous avez le dessin qui est mieux fait. Il vient s'enrouler comme ça. Ok? Or, quand il arrive derrière ici, là. Donc, il était ici, le vent. Il arrive là. Et là, il vient pousser sur ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça fait pour mon avion s'il y a quelque chose qui pousse là? Ça fait ça. Il y a un truc intéressant, je suis en avion. J'augmente la puissance. Donc, ça fait tourner plus vite mon hélice. Et bien mon avion, souvent on le voit à quel moment? À quel moment je suis en train d'augmenter la puissance en partant quasiment de zéro? Au décollage. Au décollage, je suis là, je suis calé, je commence à mettre la puissance, mon avion commence à avancer, et si je le laisse faire naturellement, et c'est là où ce sera cool quand on aura le simulateur, l'avion fait ça. Parce que naturellement, l'air vient légèrement pousser comme ça. Qu'est-ce que je fais si je veux contrecarrer ça du coup? Avec le polonais, il faut le faire dans l'autre sens. Exactement. Mon avion commence à faire ça. Je mets du pied à droite et en poussant sur mon pied à droite, je recale mon avion tout droit. Plus j'augmente la puissance, plus mon avion il a tendance à faire ça. Ouais. Est-ce qu'on le voit avec la bille? Avec là? La bille. Alors la bille, non pas trop. Tu le vois au fait que tu essayes de suivre une ligne et tu vois ton avion qui se barre. Voilà. En fait, techniquement, oui, on pourrait le voir, mais en fait, là, la variation, elle est légère et tu es encore en train de rouler. Tu vois? Donc, en fait, tes mouvements, si tu avais vraiment une variation trop grande, bon, déjà, tu serais plus sur la piste, donc tu es un peu déçu. Mais voilà. En fait, tu le suis parce que tu essayes de suivre la ligne centrale de la piste et tu le vois vite que ton avion, il fait ça. Ouais, tu avais une question? Ça n'a pas trop rapport avec le corps, ça n'a plus rapport avec
Alors, non, il n'y a pas de gestion. En tout cas, moi, je fais sans la gestion de destruction de l'avion. À partir du moment où ça se crache, ça met un écran noir et voilà. Parce que le but, c'est pas forcément de se cracher. Donc, j'ai pas rajouté ça qui rajouterait une complexité. Il y a sûrement des modes, mais c'est très complexe à faire et l'utilité pour vous, c'est plutôt d'apprendre les phénomènes et d'apprendre les trucs cool que d'apprendre de voir l'avion éparpillé en plein de morceaux, quoi. Bah, ça met un écran noir, ouais. Voilà. Et ça te dit que tu t'es craché. D'ailleurs, si tu atterris avec trop de violence, ça peut le faire aussi. Voilà. Ok ? Différents types d'hélices, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il existe des hélices à pas fixe et des hélices à pas variable. Ok ? Alors, ici, regardez, mon hélice, s'il vous plaît. L'hélice, là, elle est quasiment, dans ce cas-là, elle est quasiment à la verticale, comme ça. Qu'est-ce qui se passe ? Quand ça tourne, ça avance pas beaucoup. Par contre, ça avance pas beaucoup, mais c'est capable de bien forcer. C'est ce qu'on appelle le petit pas. Ici, mon hélice, elle a été tournée comme ça. D'accord ? Elle a été tournée, alors beaucoup entre guillemets, mais en gros, quand ça va avancer, ici, ça avance de pas mal. C'est ce qu'on appelle le grand pas. À quel moment on met un petit pas, on met un grand pas ? Imaginez, vous êtes en vélo. Est-ce que vous voulez commencer avec une petite vitesse ou une très grande vitesse ? Idéalement, pour commencer simplement si on est débutant. Quand on veut commencer le départ. On commence en petite vitesse et une fois qu'on a pris de l'élan, on va passer les vitesses pour se mettre sur une grande vitesse pour être en vitesse de croisière. Dans un avion, c'est pareil. On décolle avec un petit pas. Et une fois qu'on est en croisière, on est en grand pas. Ça, c'est une question qui tombe assez souvent. Ok ? Donc, je vous le dis, les pas variables, c'est pas un truc qu'on utilise beaucoup nous parce que sur nos avions, on l'a pas. Mais c'est quand même un truc à savoir dans le BIA. D'accord ? Donc le petit pas, décollage, atterrissage et le grand pas en croisière. C'est bon ? Allez, alors là, c'est les mécaniciens qui vont être contents. C'est-à-dire pas moi. Qu'est-ce qu'on a dans un moteur à piston ? On a, bon déjà, cette partie-là, qu'on appelle le carter, d'accord ? Alors mon modèle, là, je suis désolé, il est à moitié pété. Il est à moitié pété tout simplement parce que j'ai imprimé des pièces qui se sont cassées. Donc voilà. Donc on a ici le carter. Dedans, on va retrouver l'élément principal qui est hop, le piston. Le piston, c'est ce qui vient ici, dans la chambre. Et qui va venir pousser l'air et le mélange et faire des mouvements comme ça. On va avoir ici cette partie-là qui vient se mettre ici, hop, qui va tourner, qui est le vilebrequin. D'accord ? Ensuite, on va avoir... Alors, mon modèle, je vous l'ai dit, hein, il est pété. Donc, je vais faire au mieux avec ce que j'ai. Ça, c'est ce qu'on appelle là... Très fort, très fort. La bielle, normalement, hop. Ah, putain, pardon. Oh, zut. Oui. Alors, mon modèle est à moitié cassé, donc ça ne tiendra pas. Bon, je vais vous mettre une animation après, ce sera aussi simple. Quand mon vilebrequin tourne, la bielle ici transforme le mouvement, enfin plutôt quand mon piston monte et descend, ça transforme mon mouvement vertical comme ça d'aller-retour en rotation. Ok ? Voilà. Et maintenant, on va voir les différentes phases. Parce que, bien sûr, pour que ça pousse le piston, il faut quoi ? Qu'est-ce qu'il faut dans un moteur ? Voilà, il faut de l'air et du combustible. Hein ? Donc, en gros, hop, je range tout ce bazar. Normalement, ici, il y aurait les pistons, là. Les éléments d'admission, les soupapes d'admission et d'éjection. Mais j'ai tout cassé en venant, donc il n'y a plus rien qui marche. Donc, ce que j'ai fait, j'ai téléchargé une animation que je vais vous montrer tout de suite. Hop. Alors, il existe des moteurs à 2 temps et des moteurs à 4 temps. D'accord ? Les 3/4 des questions sont sur les moteurs à 4 temps, donc je ne vais pas rester trop dans le détail des moteurs à 2 temps. Où est-ce qu'on retrouve les spécialistes de la mécanique? Où est-ce qu'on retrouve des moteurs à 2 temps? Sur les motos, sur les kartings, voilà, sur les trucs comme ça, quoi. Ok? Qu'est-ce qui se passe dans un moteur à 2 temps? On va avoir, hop, ici,
des deux phases principales que je ne vais pas détailler parce qu'il n'y a pas beaucoup de questions dessus. Donc je vous montre juste l'animation que je vous donnerai s'il faut. Et voilà. Il y a une phase où on va aspirer le mélange. Ici, on le compresse. Ici, on a une explosion qui va venir détendre. On va avoir ici le mélange qui s'échappe. Les gaz, une fois qu'ils ont brûlé, ils s'échappent. Mais vous voyez que les gaz, au moment où ils s'échappent, il y a quand même du mélange qui arrive. Et ça, c'est le problème des moteurs à deux temps. C'est que l'efficacité, elle n'est pas terrible. L'avantage, c'est que c'est assez... le rapport poids-puissance est assez bon. Voilà. On va parler du seul moteur qui nous intéresse vraiment, le 4 temps. Merde, j'ai perdu mes pages. Hop, que je vérifie que je vous ai bien dit. Oh, je vous ai pas dit ce que je voulais dire. Bon, c'est pas grave, je le dirai après. Le moteur à 4 temps. Donc sur le PDF là, vous avez des choses sur le moteur à 4 temps. Ah, ils ont changé le PDF, d'accord. Ok. Vous avez des choses sur le moteur à 4 temps. Le moteur à 4 temps, il y a 4 phases que je vais vous montrer dans l'animation et on prendra des notes après. Première phase, admission. Admission, c'est on va venir aspirer le mélange. Donc ici, regardez, hop, la soupape ici se soulève, d'accord? Au moment où l'air vient, la soupape se soulève, ça fait rentrer du mélange en haut du piston. Hop, et là j'arrive tout en bas. Quand je suis tout en bas, le mélange, ce qu'on va faire pour qu'il brûle bien, on va venir je l'ai entendu, faire une compression. Donc là, je remonte, c'est la deuxième phase, j'ai compressé. Et ensuite, on vient mettre une étincelle avec la bougie. Il y a combien de bougies Exactement, tout est doublé dans un avion, donc il y a 2 bougies. D'ailleurs, quand on démarre l'avion, on vient tester bougie gauche, bougie droite, et les deux. On a sur la clé de démarrage, on a soit les deux, soit qu'une, soit qu'une. Ça, on le teste pour que dans un avion, ça améliore vraiment la qualité de la combustion. Et en plus, c'est une sécurité. Voilà, ça fait les deux. Au moment, ici, où je mets l'étincelle, imaginez, j'ai du gaz, j'ai de l'air avec de l'essence. Qu'est-ce qui se passe si je mets une étincelle? Ça explose. Et au moment où ça explose, comme c'est dans un truc fermé, est-ce que ça peut ressortir par les soupapes? Non, elles sont bloquées, les soupapes. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça vient pousser le piston. Comme ça pousse le piston, c'est le seul moment dans tout le truc là où ça va fournir de l'énergie. Le reste du temps où ça tournait parce que ça avait de l'élan, quoi. Ok? Là, c'est le moment où ça donne vachement d'énergie. Ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Et quand j'arrive en bas, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai en gros fini de brûler mes gaz. Il faut les faire dégager. Pour ça, on va venir ouvrir la soupape d'échappement. Et on va venir pousser les gaz dehors. On pousse les gaz dehors et on fait stop. On rouvre la soupape d'admission et on fait rentrer un nouveau mélange. Ça va à peu près l'idée pour ceux qui ne sont pas forts en mécanique comme moi? Ouais? Ok, pour ceux qui sont forts en mécanique, bon, c'est classique, je suppose. Voilà. Donc ici, vous avez les 4 phases. Admission, compression, détente. Alors détente, moi je l'aime bien aussi l'appeler explosion. Ok? Explosion, détente et échappement. Et ça, vous pouvez marquer que c'est seule étape qui fournit de l'énergie. Mécanique, hein. De l'énergie mécanique. Merde, j'aurais pas dû le faire avec ce stylo. Bon, c'est pas grave. Est-ce que j'ai oublié de vous dire des trucs? Ouais. Ça va pour tout le monde? Est-ce que vous aussi, c'est sur la page 82 ou pas? Oui. Ok. Parce que là, je vois un truc bizarre. Bon, je verrai après, pardon. Je laisse ça. Vous me dites, c'est bon ou pas pour tout le monde? Tout le monde l'a écrit? Ouais. J'ai entendu non? Pardon. Tu me dis quand c'est bon, Timo?
Et ça, vous avez la vidéo, j'ai oublié de vous le dire, c'était la E23. Ouais, j'avoue, j'ai oublié de donner tous les noms de vidéos depuis tout à l'heure. Ça, c'est la E23. Les moteurs à 4 temps, E23. Ok. Bon, je continue à les donner, mais... C'est bon pour tout le monde? Alors juste un petit commentaire sur celle d'avant, sur la page d'avant, sur les... Qu'est-ce que j'ai fait? Ah d'accord, ok. Sur la page ici, là, donc ça c'était le E22, sur les moteurs à piston de manière générale. Il existe plusieurs formes de moteurs à piston. Donc là il y a le piston unique comme ça. Est-ce que vous savez comment ça s'appelle? Si j'ai comme ça là, hop. Deux pistons, hop, hop. C'est pas très bien dessiné, mais c'est l'idée qui compte. Hein. Je vais le faire comme ça si vous voulez. C'est peut-être mieux dessiné comme ça. Est-ce que c'est mieux comme ça? Bof. Ouais. Ouais, c'est en V. Ça, c'était facile. Ok. Qu'est-ce qu'il existe d'autre? Ouais. Alors à plat, c'est comme ça. Hop. Je vais essayer de le faire à peu près. Je suis pas un dessinateur mécanique d'une grande qualité, mais hop. Voilà, ça c'est à plat. Il en existe un encore plus stylé, le plus stylé de tous. En étoile. Non, il y en a un W aussi. Hein? Il y en a un, il est un W aussi. En W? Sur des voitures. Alors, je t'avoue que mes connaissances s'arrêtent là, donc je vais dessiner le 1 étoile. Et voilà. Dans les avions, en tout cas, on retrouve ceux-là principalement. Ok? D'ailleurs, c'est quoi quand... Je sais pas si vous avez déjà entendu parler des moteurs V8 et tout ça. C'est parce qu'il y a plusieurs doublants. Exactement, il y a plusieurs comme ça, ensuite. Et en étoile, il est comme ça, là. Il est trop stylé, je sais pas combien il y a de branches. 2, 4, 6, 7. Hop. 3, 4, 5, 6, 7. Et en fait, pourquoi on appelle ça en étoile? C'est que ça fait une étoile comme ça. Dessin d'une qualité exceptionnelle. Si vous voulez en voir un, vous allez sur internet et voilà. Hop. C'est un peu plus carré que ça normalement. C'est comme ça là. Voilà. Ah voilà, là c'est mieux. Hop. Voilà. Hop. C'est bon? Là c'est en étoile. Hop. Si on oublie, c'était pas en fleurs, c'était en étoile. Ça c'est en étoile. Ok. Je vous laisse 2 secondes pour faire ce dessin. Donc il y a souvent des questions sur le moteur à 4 temps, hein, sur les différentes phases du moteur à 4 temps, ça tombe très souvent ces questions-là. Ok? Est-ce que je peux effacer, c'est bon? C'est bon les garçons au fond? Ouais, j'attends 2 secondes. Ouais. Est-ce qu'on peut juste réexpliquer ce que c'était Ça en fait, donc là j'ai fait un seul piston, d'accord? En fait, il y a plusieurs types de moteurs. Il y a des moteurs où il y a 2 pistons, un comme ça, et qui marchent comme ça. Un qui sont comme ça, qui font comme ça les pistons. Et là, un moteur en étoile où tous les pistons ils sont les uns après les autres. Oui, les pistons qui tournent. Ouais. Attends, bouge pas, je te cherche une animation. Animation, piston, moteur étoile. Bouge pas, je te cherche une animation pour que tu vois. Est-ce que j'en trouve une? Est-ce que là il y a une animation? Pas du tout. Voilà. Tiens. Ah là c'est joli, regarde. Donc quand tu as l'élément du centre qui tourne, tu vois que les pistons ça va les pousser les uns après les autres. Et le fait que ça pousse, ça fait quoi exactement? Alors, ici la question qui demande.
Pourquoi le fait que ça pousse? Qu'est-ce que ça fait le fait que ça pousse? Bah, ça va faire. Il y a de gasoil dedans qui va faire. Exactement, ça comprime et ça va permettre de faire la combustion. C'est quoi le but? En fait, reprenons le problème au début. On a expliqué le fonctionnement d'un piston, mais c'est quoi le but du jeu? Faire tourner l'hélice. Faire tourner l'hélice. L'hélice, elle est attachée où? Moteur. Non, mais ici, là, là-dedans. Bah, le truc bleu là. Elle serait ici, là, en plein centre avec le truc bleu, et elle ferait ça. Voilà. Ça répond à ta question, du coup? Ok. C'est bon pour tout le monde? Ok. Donc ça, c'est un moteur en étoile. Ok. Allez, c'est parti. Donc là, si vous voulez aller voir tout le bazar qui est là, vous pouvez aller le voir, mais ça me paraît un peu trop technique par rapport à ce qu'on vous demande en général. Déjà, si on vous demande ce schéma-là avec quelques éléments, ça me semble déjà bien de savoir ça. Vous n'êtes pas obligé de devenir des pros de la mécanique, c'est vous qui voyez. Ok? Alors, l'alimentation en carburant, c'est le E24. Hop. Merde, j'ai trop baissé, trop monté. Ça, c'est la E24. Alors, pourquoi c'est important de parler de l'entraînement en carburant? Vous vous souvenez qu'on a des avions où les ailes sont en dessous et des ailes au-dessus. Ça s'appelle les ailes basses et les ailes hautes. Qu'est-ce qui se passe si j'ai un avion aile haute? Le carburant, on a dit qu'il est stocké où? Dans les ailes. Qu'est-ce qui se passe pour le carburant quand on veut l'envoyer au moteur? Il descend. Donc la gravité fait le boulot. J'ai pas besoin d'une pompe pour descendre le carburant. Par contre, quand j'ai des ailes qui sont en dessous du moteur, il faut une pompe qui remonte le carburant vers le moteur. Et d'ailleurs, on peut mettre pompe gauche, pompe droite. Sur certains avions, on a les deux en même temps. Ouais. Mais par contre, pourquoi il est obligé de remonter le carburant? Eh bien parce que compresser le carburant contre le moteur. il faut bien le remonter de toute façon. Pour le compresser. T'as pas de pression quand tu vas vers le haut. Essaye de boire avec une paille un verre qui est en hauteur. Si tu fais rien, enfin, si tu le mets, pardon, ton verre qui est en dessous, et si tu mets ta paille dedans, tant que tu n'aspires pas, il se passe rien. Oui, mais si on a par exemple l'air qui est dedans, ça va faire une sorte. Alors ça peut être mis sous vide, mais c'est la même chose. De toute façon, déjà les ailes, elles sont pas sous vide, soyons honnêtes. Et ensuite, de toute façon, pour qu'un objet ou un liquide monte, il faut qu'il y ait quelque chose qui le fasse monter. Et donc, la solution, c'est une pompe. Avec l'avion, on peut pas le faire détourner. Ouais, c'est ça, pratique. Donc quand tu veux alimenter ton avion, tu viens faire des tonneaux, tu te mets comme ça à l'envers avec tes ailes, et comme ça, le carburant, il descend jusqu'au moteur. C'est très pratique, c'est vraiment conseillé sur tous les avions. Juste rappelle-moi de jamais monter avec toi. Voilà. Alors, du coup, on a des pompes et on a des fois, donc on a des pompes mécaniques qui sont entraînées par le moteur. Donc en fait, le moteur tourne et ça fait tourner une pompe qui fait remonter le carburant. Parfait, hein, parce qu'en gros, ça fonctionne tout ensemble. Mais au début, mon moteur, est-ce qu'il fonctionne quand je démarre l'avion? Non. Donc quand j'ai des ailes basses, je suis obligé d'activer des pompes électriques. Et j'active les pompes électriques qui remontent le carburant le temps que ça lance mon moteur. Et une fois que mon moteur est lancé, est-ce que j'ai de nouveau besoin des pompes électriques? Pas spécialement. En pratique, on les laisse quand même une fois pour décoller. Pour être sûr que le carburant il arrive bien jusqu'au moteur, jusqu'au bout et qu'on ne cale pas en plein milieu, quoi. Parce que le décollage, le moment où on arrive en bout de piste, on a commencé à décoller, si on n'a plus de moteur, on n'a pas de marge de manœuvre pour aller se poser. On est obligé de se poser dans un champ en priant pour qu'il y ait un champ dégagé, quoi. Donc, souvent, la pompe électrique, on la laisse jusqu'à ce qu'on soit en fin de montée initiale. Et quand on est à une certaine hauteur, on est tranquille, on a de la marge de manœuvre, on peut rééteindre la pompe. Voilà un petit peu l'idée. Ouais. Mais quand on prend l'essence que à droite ou que à gauche, ça crée pas un déséquilibre? Alors, ça crée un léger déséquilibre. Le problème en avion, ça va pas être trop la différence de poids. Bon alors, ça existe. Hein. Ça va pas être trop la différence de poids, c'est que, qu'est-ce qui va se passer si tu l'oublies? Ah, mais on peut être en rade. Tu vas tomber en panne sèche à cause d'une des ailes. Toi, tu as regardé ton carburant, tu te dis j'ai 3 heures de vol, tu te mets d'un côté, et en fait, au bout d'un moment, bam, le moteur, il s'éteint. Et là, alors tu as plein de procédures et tout ça,
une des procédures que les gens oublient, ou en fait par habitude, dès que tu changes d'avion, tu n'as plus les mêmes habitudes, ben, c'est qu'ils ont oublié de changer de réservoir. Ils ont oublié de changer d'aile. Normalement, quand tu pilotes un avion aile basse, le changement d'aile doit se faire toutes les demi-heures. Les changements de réservoir. Donc toutes les demi-heures, tu as des petites checklists. Hein. De toute façon, quand tu voles, tu as plein de checklists tout le temps. Et une des checklists, c'est de changer de réservoir si jamais tu as des réservoirs indépendants. Après, sur pas mal d'avions maintenant, tu as une manette qui te permet de mettre les deux en même temps. Et alors là, tu ne te poses pas la question. Le problème, c'est que si tu es habitué à un avion avec les deux en même temps, et que tu passes dans un avion où tu n'as que l'un ou que l'autre, ça te rajoute... ouais. Mais ils font pas des trucs automatiques? Alors, sur les gros avions, peut-être. Sur ce que vous piloterez quand vous serez en l'air, pas du tout. Pas du tout. Après, nous, ce qui est bien, c'est que c'est un aile. Le Cessna, là, c'était un aile haute. Je sais pas où j'ai la photo, mais il est par là, mon Cessna. Je sais pas où il est. Dans le bazar. Le Cessna, c'est un aile haute. Ah, il est là. Regardez. Je sais pas si vous y voyez, mais aile haute. Aile haute, pépère, tranquille. En plus, c'est sur bosse tout le temps. Donc, on n'a pas à se poser la question. Sur l'autre avion, qui est pas là parce que j'ai pas ouvert le dépliant, c'est des ailes basses. Et donc, il faut gérer le carburant. Ok? Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ça ou c'est bon? Ok. Alors, le carburant... Ah putain, il marche plus mon stylo. Le carburant, c'est ce qu'on appelle du 100 LL. Carburant, on appelle ça du 100 LL. Ok? En fait, le carburant, c'est du carburant sans plomb, comme le sans plomb 98, le sans plomb 95, mais qui est encore plus riche, 100. Voilà. Mais c'est le même type. Hein. Et si vous prenez les ULM, eux, ils ont encore un carburant différent. Parce que globalement, les ULM, c'est des tondeuses à gazon. Donc, bon, des tondeuses à gazon un peu glorifiées avec des ailes. Hein. Ils ont mis une hélice, ils ont mis des ailes, ils se sont dit, tiens, je mets 2 bouts de scotch, 3 ficelles, hop, ça fait un avion. Non, ils ont appelé ça ULM et voilà. Ok? Mélange air-essence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait à peu près combien il faut d'air pour 1 gramme d'essence? D'air? Ouais, il faut combien de grammes d'air pour 1 gramme d'essence? Moi je dirais 2 litres d'air. Combien? Alors, je parle en grammes. Hein. 15 grammes d'air. D'accord? Qu'est-ce qui se passe si j'en mets pas assez et si j'en mets trop d'essence? Si on n'a pas assez, ben on met tel quel. Si on en met trop, ben on sait. Alors, si j'en mets pas assez, on appelle ça, il est étouffé. Et si j'en mets trop, il est Noyé. Merci, bien joué. Étouffé et noyé. D'accord? Si je mets pas assez d'essence et si je mets trop d'essence. Ok? Tant que j'y suis, ce carburant, là, est-ce qu'il est plus lourd ou plus léger que l'air? Que l'eau? Débile, pas que l'air. Que l'air, c'est forcément plus lourd que l'air. Ouais, il est plus léger que l'air. Plus léger que l'eau, pardon. Putain. On peut? Ouais. Est-ce que vous vous souvenez, quand on a fait la checklist autour de l'avion, d'un truc qu'on a fait, et je vous ai dit, c'est parce que le carburant, il est plus léger que l'eau. Il faut un petit peu enlever du carburant pour voir s'il y a de l'eau. Ouais, exactement. On vient purger les réservoirs. Ok. Quand on fait la checklist, hein, vous vous en souvenez de ça? On purge les réservoirs et normalement dans le réservoir, si je fais mon aile comme ça là, hop, j'ai ici, alors je vais le faire un peu de manière moche, hein. Hop, ça c'est mon carburant. Et si jamais j'avais de l'eau en bas, je vais le faire de manière pas très beau, mais hop, ça c'est mon eau et ça c'est mon carburant. Et l'eau elle vient d'où? Ici. Exactement, eau condensée, ou qui vient de la condensation. Ouais. Et donc quand je viens faire ma purge, en gros je viens faire couler cette eau sur le sol ou idéalement dans un verre ou une bouteille, souvent sur le sol quand même. Mais bon, voilà, ça fait des trous dans le béton, c'est pas bien, il faut pas le faire. Ok? Est-ce que vous savez comment on mesure le fait que ce soit plus léger que l'eau? Alors, j'attends une seconde.
masse volumique. Alors, la masse volumique, c'est une méthode. La masse volumique, le problème, c'est que ça va me donner la masse pour un volume. C'est une très bonne méthode. Mais si je veux la comparer à l'eau, souvent on utilise le terme de... Elle est plus dense. Exactement, densité. La densité, elle vaut 0,7. D'accord? Donc c'est plus léger que l'eau. L'eau, c'est combien? 1. L'eau, c'est 1 litre fait 1 kilo. Là, 1 litre, ça fait combien? 1 litre de carburant, ça fait combien en grammes? 700 grammes. 1 litre, environ égal à 700 grammes. Ok? Ça va, ça? Donc, souvenez-vous, pour s'en souvenir de ça, que justement, on fait la purge, justement pour faire sortir l'eau qui est plus lourde. Ok? J'essaierai la prochaine fois de penser à le faire dans un verre ou dans une bouteille pour qu'on voit, si on a de la chance et que ça a condensé un petit peu, l'eau et l'essence. Au pire, on mettra de l'essence et j'irai remplir avec un peu d'eau, quoi. Pour qu'on le voit dans la bouteille, au moins. Là, j'en ai pas sur moi d'essence. Je sais pas si quelqu'un en a, mais bon. Est-ce que ça va pour tout le monde, l'idée? Ouais? Je peux effacer? Il y a marqué quoi quand il n'y a pas assez d'essence? Non, si, oui, Étouffé étouffé. ou noyé? Ouais. Le dessin d'en haut, vous avez noté la densité? Parce que ça, densité et la quantité de mélange, c'est deux questions qui tombent relativement régulièrement. Combien pèse 1 litre de carburant? Ok? Donc c'est quand même quelque chose à écrire, la densité là. Et ça, c'est plus juste pour relier à ce qu'on a déjà vu quand on était à l'aéroclub. Ça, vous n'êtes pas obligé de le dessiner. C'était juste pour montrer que l'eau se met en dessous du carburant. C'est bon pour tout le monde? Ouais? Ok. Alors, on en arrive au dernier passage. Hop, dernière partie de ce cours. Ah oui, il y a deux procédés. Alors ça, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler. Je ne l'ai pas dans mon version. Ah si, je l'ai dans ma version. Il y a deux procédés pour faire le mélange air-essence. Donc vous en avez peut-être déjà entendu parler. Ce qu'on appelle les injecteurs et les carburateurs. Voilà. L'injecteur, c'est quoi? C'est, en fait, ça vient dans la chambre ici et ça projette des gouttelettes directement dans la chambre. Et le carburateur, c'est quoi? Il fait le mélange air-essence avant et il injecte directement le mélange, enfin, il envoie directement le mélange déjà mélangé dans le piston. Ok? Enfin, dans la chambre ici de combustion, ok? Ça sert à quoi l'air? Hein? Oui, ça sert à la combustion. Oui. Ouais, ça sert à la combustion. Sans air, ça peut pas brûler en fait. Donc, Essentiellement l'oxygène. Pardon? Ouais, il y a besoin d'oxygène, exactement. Et d'où ça vient de l'eau condensée? Il y est déjà ou pas? Dans l'aile, tu veux dire? Dans l'aile, en fait, ça vient. Dans l'aile, tu vas avoir le carburant et au-dessus, tu as de l'air. S'il a fait un peu froid la nuit, s'il a fait humide et tout ça, l'air, il peut être un peu humide. Et au moment où ça se réchauffe, eh ben, ça vient faire de la condensation sur les parois et en gros, ça vient se mettre en forme liquide. Et donc, dans ton réservoir, tu risquerais d'avoir de l'eau liquide, ce qui est moyen parce que ça brûle pas bien l'eau liquide. Voilà. Ok? Voilà. Du coup, qu'est-ce qui se passe quand je monte en altitude? Il y a moins d'air. C'est quoi le problème s'il y a moins d'air? Moins de composition. Ma quantité d'essence, elle n'a pas bougé. D'accord? Donc on va avoir un mélange qui va être, comment on appelle ça? Est-ce que vous savez comment ça s'appelle? Un mélange où il y a trop d'essence et pas assez d'air. Ouais. Donc en altitude, il y a moins d'air. Oula. Donc le mélange, il est trop riche.
C'est-à-dire il y a trop d'essence par rapport à la quantité d'air. Parce qu'en altitude, il y a moins d'air, ok? Et qu'est-ce qu'on change dans ce cas-là? Eh bien, on vient toucher à la manette de richesse. Donc en tant que pilote, bon, ça c'est vraiment quand on monte en altitude, hein, pas genre on est autour de l'aérodrome, on fait des tours de piste, voire même on va en petite balade dans le coin, quoi. Vraiment quand on commence à monter, à un moment ça s'appauvrit vraiment, et donc c'est là où on va venir, on va avoir une manette ici, d'accord? C'est une des manettes qu'on peut avoir, donc dans le Cessna 150, ici, c'est la manette rouge. La manette rouge, 80... Alors, je vais me mettre devant la caméra. Dans le Cessna 150, la manette rouge, ici, dans 90% des cas, elle est poussée à fond. On veut le mélange normal, le plus riche possible, quoi, le truc classique. Et si jamais je monte en l'air, il faudrait que je vienne légèrement appauvrir le mélange. Parce qu'il est trop riche, donc je viens l'appauvrir pour qu'il redevienne parfait. Qu'est-ce qui se passe s'il est trop riche, mon mélange? Pourquoi c'est pas terrible? Gaspille de l'essence. Mais ouais, en fait, imaginez, je fais ma combustion, toute l'essence ne brûle pas. Bah du coup, en gros, c'est comme si je jetais des seaux d'essence par la fenêtre, quoi. Or, l'avion, ça coûte déjà cher. Le but, c'est d'essayer d'être rentable en termes de consommation. Est-ce que vous savez, c'est quoi la consommation d'essence par heure? Par air, Par une heure? Dans une heure? 1 gramme d'essence pour 15 grammes d'air. Ouais. Ah, non, je parle d'une heure, monsieur. Ah, 1 heure, oui. Alors, 1 heure, pour le Cessna 150, c'est environ Combien de kilomètres? 6 gallons par heure. Ok, 6 gallons, je vais être honnête avec vous, je ne sais pas le convertir en litres. 6 gallons, 2 litres. Ça fait 22 litres par heure. Oui. Combien de litres au 100? Donc ça fait 22 litres par heure. Alors, on ne peut pas parler de au 100 parce que le problème, ça dépend si tu as le vent de face, le vent de dos, le vent de travers. Ok. Si je faisais une approximation, imaginons qu'il n'y ait pas de vent, on va dire que le Cessna il va environ à 180 km/h, 170. C'est pas un avion qui va très très vite. Hein. 180, c'est pas extraordinaire pour un avion. En ligne droite? Alors c'est déjà pas mal, mais en gros ça te fait 22 litres par 180 km/h. 180 km, pardon. 1 heure, ça fait 180 km et voilà. Oui. Et du coup, non. C'est comment on peut mettre combien max de gallons? De gallons je sais plus. Faudrait que je regarde. Je regarderai tout à l'heure si tu veux. La dernière fois, je crois qu'il y avait 7. Moi je sais. Attends, j'ai fait quasiment le plein. Je crois qu'en tout, tu as un peu moins de 80 litres. En gros, le Cessna, globalement, tu as moins de 4 heures d'autonomie. Tu as 3 heures et quelques d'autonomie. Ouais. Combien ça? Le gallon, le litre, il est à 1,20 € et quelques. Oui, c'est cher, ouais. Les voitures. Alors c'est moins cher que les voitures, mais ça reste quand même cher. Quand tu vois que tu fais 22 litres par heure, Ça, tu mets ça dans ta tête? Ça consomme 3 fois plus que la voiture. par contre, voilà, ça consomme, donc c'est bon. Du coup, voilà. Et les bougies, elles sont alimentées par ce qu'on appelle des magnétos. C'est ce qui crée les étincelles. Enfin, c'est ce qui crée les surtensions qui vont faire les étincelles dans les bougies. Ok? C'est bon pour tout le monde? Allez. On passe à la dernière petite partie. Alors, dans cette partie, donc l'allumage c'était E27, j'ai oublié de le dire. Ça c'était E27 l'allumage. Ok? Les turboréacteurs, ça va être E31. C'est bon pour tout le monde? Vous l'avez noté, je peux effacer? J'attends 2 secondes, ils sont en train de le noter. C'est bon, vous avez noté les deux? Ok. Alors, dernière partie, tout ce qui est turboréacteur. Turboréacteur, vous avez déjà gonflé un ballon. S'il vous plaît, les garçons. Mathis. Vous avez gonflé un ballon, et au moment où vous le lâchez, qu'est-ce qui se passe? Bah, il s'en va. Pourquoi? Ah, ouais. Il essaye d'équilibrer la pression à l'intérieur par rapport à l'extérieur. Ouais, alors pourquoi? Elle est comment la pression à l'intérieur d'un ballon qu'on a gonflé? Bah, elle est trop forte. Elle est trop grande. Donc comme la pression ici,
elle est plus grande que la pression à l'extérieur. Souvent la pression à l'extérieur, on l'appelle P0 ou Px ou peu importe. Comme la pression est plus grande, qu'est-ce qu'il fait? Il veut éjecter des gaz. Très bien, il éjecte des gaz. Quand il éjecte des gaz, le problème c'est quoi? Le ballon, on va imaginer, il ne bougeait pas. Au moment où il éjecte des gaz, ces gaz ils vont avoir une certaine vitesse. Si les gaz sont poussés vers dehors, le ballon il est forcément poussé vers devant. En gros, la somme des deux, ça doit faire comme avant, 0. La somme de ça plus la somme de ça, ça doit faire 0. En termes de quantité de mouvement. Je ne rentre pas trop dans les détails, hein, mais l'idée c'est ça. Ça va? Donc du coup, ça marche. Ça pour les turboréacteurs, ça marche aussi pour les fusées. Voilà, qu'on verra un tout petit peu plus tard. Ok? Ok. Allure. On a plusieurs types de réacteurs. On a d'abord les réacteurs à simple flux. Alors, réacteur à simple flux, je vais me mettre ici. On a l'air qui arrive, qui rentre. Comme on a dit, ce qu'on veut, c'est augmenter la pression. On va ici, à l'aide d'un système un peu bien pensé, comprimer les gaz. Quand ils sont comprimés, qu'est-ce qui se passe? On va ici, on a des gaz à haute pression maintenant. Hein. Et bien, ce qu'on va faire, pour les faire sortir encore plus vite, on va venir faire de la combustion. Donc dans la chambre de combustion. Dans la chambre de combustion, ça va ensuite faire tourner une turbine. La turbine, elle fait tourner quoi? Le compresseur. Le compresseur. Le compresseur tourne parce qu'il y a une turbine qui fait tourner le compresseur. Donc en fait, ça tournait au début, mais ça tournait grâce à ça. Et ça tourne grâce à quoi? Grâce au fait qu'il y a de l'air qui sort très vite. Ouais. Et au démarrage, quand il faut faire partir l'avion, il faut utiliser ça. Il faut qu'il y ait déjà une vitesse. Ouais, c'est une bonne question. Oui, je suis d'accord avec toi. Comment ça marche au démarrage, je sais pas. Peut-être que ça tourne plus vite. Je sais pas comment il lance le truc. Il n'y a pas un mec avec la manivelle, ça c'est sûr. C'est dommage. Ça c'était les anciens moteurs, hein, les anciens moteurs à explosion. Devant la voiture, ils avaient une manivelle comme ça. Ils lançaient le moteur pour que ça commence à tourner. Là, je sais pas, il n'y a pas un mec avec une manivelle, ça c'est sûr, il serait écrabouillé. Hein. Peut-être que oui, pour le décollage, c'est pas possible. Je sais pas comment ils le font. Est-ce qu'il n'y a pas un petit moteur électrique quelque part qui lance juste légèrement la rotation? Je sais pas du tout comment ça démarre un réacteur à simple flux. C'est une bonne question. Ce qu'il faut voir, c'est que là, c'est de l'air froid, et là, à partir d'ici, ça va être la partie chaude. Ok? Ça, c'est un simple flux. Il existe d'autres types de réacteurs, comme ici, où on va avoir des trucs un peu plus compliqués. Hors programme, vous en regardez pas. Celui-là, on s'en fout, d'accord? Ce qui va nous intéresser, c'est ensuite le double flux. Alors le double flux, ce qu'il faut que vous imaginiez, c'est que ici, c'est encore en gros, souvent les réacteurs double flux, ils sont comme ça là. Là, le dessin, moi, il me plaît pas celui-là, il est mal fait. Hop, je préfère toujours mes dessins qui sont des dessins de qualité. Voilà. Merci, merci. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? J'ai deux flux principaux. Le premier qui est ici, qui fait ça, qui correspond globalement à ce qu'on avait déjà tout à l'heure. Ok? C'était déjà de l'air qui va être comprimé, qui va être du coup sous pression, qui ensuite vient dans la chambre de combustion et qui est éjecté vers l'extérieur. Mais ça, au lieu de faire tourner que le compresseur, ça fait tourner aussi un grand ventilo devant. Le ventilo qui est là. Alors j'aurais mal choisi mes couleurs, j'aurais dû faire passer la section au milieu en rouge. Voilà. Et la section à l'extérieur, je vais la faire en bleu. Ici, il y a de l'air qui vient là. Et comme ça fait tourner le ventilo qui est là, alors ça s'appelle la soufflante, hein, bah ici, ça va faire passer de l'air. Hop. Et cet air est aussi éjecté. Ouais. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on a gagné? Mais en fait, dans des réacteurs comme ça, on gagne vachement en efficacité. Et en plus, ici, là, ça fait moins de turbulence parce que l'air qui sort ici, il est plus frais quand même. Alors, il s'est réchauffé ici, au contact de cette partie, mais il est plus frais que l'air extérieur. Ça veut dire qu'à cet endroit-là, il y a moins d'effets thermodynamiques chelous, comme on pourrait avoir quand on était dans un réacteur simple flux. Et là, on a de l'air froid qui sort, d'accord? Il y a des super vidéos, si ça vous intéresse, tous ces trucs-là sur YouTube. Le seul truc qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est les grandes composantes qu'on va avoir sur un réacteur simple flux et double flux. Dans le double flux, il faut savoir que la différence, c'est qu'il y a un gros ventilo devant qui vient comprimer de l'air ici. Et la grosse partie de la puissance, d'ailleurs, elle vient de cet air-là et non pas de cet air-là.
Voilà, c'est un truc qui est assez marrant, c'est qu'au final, ça change un peu l'intérêt du système. Ok? Je peux effacer? Bon, de toute façon, j'ai pas fait grand chose à part des traits moches. Hein. Hop. Et il existe un troisième principe, le turbopropulseur. Alors, le turbopropulseur, c'est pas du tout le même concept. Ah, pourtant, ça se ressemble. Dans le turbopropulseur, il y a propulseur surtout. En gros, on va avoir la partie j'ai de l'air qui rentre, je comprime, je fais une combustion, ça me fait tourner une turbine. Mais cette turbine, elle sert à un seul truc. Alors, on va faire tourner le compresseur comme tout à l'heure, certes, mais surtout, elle vient ici faire tourner une hélice. Et la puissance, elle ne vient pas des gaz qui sont éjectés, contrairement à tout à l'heure, elle vient du fait qu'il y a une hélice qui tourne. Donc un turbopropulseur, c'est avec une hélice. Ok? Ouais. Mais donc ça consomme moins que les précédents. J'en sais rien. Je sais juste que c'est pour des avions qui vont moins vite. Et oui, ça consomme moins. Oui. Et ça décolle mieux aussi. Voilà. Ouais, ça consomme moins et ça décolle mieux. Les autres, c'est plutôt fait. Les turboréacteurs, c'est fait pour les avions qui vont très vite. Là, c'est fait pour des avions qui vont un peu moins vite. Ok. Voilà. Est-ce que ça va l'idée à peu près? Donc il faut connaître les trois principes et les grands éléments. Et si on vous dit, est-ce qu'un turbopropulseur, il a une hélice? Il faut dire oui. Ou qu'est-ce que c'est qui fournit de la puissance mécanique? C'est l'hélice de turbopropulseur. Il faut savoir dire, on va vous proposer plusieurs éléments, il faut dire dans quel ordre ils apparaissent dans l'air qui arrive dans le turbopropulseur. Ok? Il existe ensuite le turbomoteur. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont voulu le mettre. Le turbomoteur, c'est dans les hélicos. Alors, dans l'hélico, il sert à quoi? Le moteur, il fait tourner quoi et quoi? Alors, il fait tourner le rotor principal et aussi, alors sur celui-là, vous vous souvenez, c'est pas dans le bon sens, il faudrait que je le tourne pour le tourner, hein, mais aussi l'anticouple qui est ici, d'accord? Voilà. Donc le moteur sert aux deux et on va avoir ici un système d'engrenage pour aller faire tourner les deux axes. Il est à quel endroit ici le pot d'échappement de l'hélicoptère? Est-ce que vous savez à quel endroit il est? Sur les côtés. Alors il peut être sur les côtés, mais il est rarement sur les côtés. Ouais, il est souvent ici, là. Tac. En fait, ici, on voit bien sur les hélicos, alors si on en voit au club, vous le verrez, hein, on voit bien le pot d'échappement qui se fait ici. Ok. Après, ça se trouve, il y en a qui ont à un autre endroit, mais je sais pas. Ok. Le principe, c'est exactement la même chose. Hein. Je ne rentre pas plus dans les détails. On a le même principe dans un hélico que ce qu'on avait vu. Une entrée d'air qui va être compressée ici, qui rentre ensuite dans une chambre ici de combustion, et ensuite c'est éjecté, ok, par la tuyère. Le statoréacteur. Statoréacteur. Alors ici, si vous regardez, est-ce qu'il y a des parties tournantes? Pas du tout. Pas de partie tournante. Ici, on a juste une injection de carburant. Et ça explose directement, mais ça explose et ça fait des gaz qui sortent vite. L'inconvénient de ça, c'est que... Alors ça peut aller très très vite. L'inconvénient, c'est quand je vais à une vitesse nulle, il n'y a pas d'air, donc je peux injecter autant de carburant que je veux. Ça ne va pas bien brûler. Et donc, globalement, ça ne peut pas démarrer tout seul. Donc ça, c'est utilisé surtout pour des missiles. Un missile, il est sur l'avion avance déjà, il y a déjà l'air qui rentre. Au moment où tu mets l'allumage, hop, le missile, il était déjà lancé, donc ça va bien avancer. Voilà. Il reste un dernier truc, le pulsoréacteur. Pulsoréacteur, c'était surtout dans les missiles V1 de la Seconde Guerre mondiale. En gros, ça faisait des pulses comme ça. Voilà. On s'en fout. Soyons honnêtes, on s'en fout. C'est pas intéressant. Il en reste un autre, les moteurs fusées. Donc là, ici, je vous le rajoute. Hein. Le moteur fusée. C'est quoi un moteur fusée? C'est ce qu'on a dans les fusées. Hein. On va avoir aussi la tuyère et tout ça. Comment ça s'appelle? Si vous faites de l'aéromodélisme avec des fusées, hein, quand vous allez mettre votre moteur comme ça, là, le moteur, c'est un endroit où il y a chimiquement, soit de la poudre, soit du liquide.
Alors si vous faites de l'aéromodélisme, c'est de la poudre. La poudre ici, à l'intérieur, il y a un cylindre d'air, hop, comme ça, et là c'est la poudre. Ça c'est ce qu'on appelle l'ergol. L'ergol c'est le carburant des fusées. Hein. L'ergol il peut être soit sous forme de poudre, soit sous forme liquide. Et si vous jouez à Kerbal Space Program, ben, vous verrez qu'on peut avoir les deux. Les ergols liquides et les ergols sous forme de poudre. Okay. L'inconvénient des ergols liquides, c'est qu'il faut souvent, par exemple l'hydrogène, pour le garder sous forme liquide, il faut qu'il soit très froid. Et très froid, ça suppose qu'on l'ait mis pas longtemps avant dans la fusée, quoi. Parce que sinon, il va avoir tendance à se réchauffer avec la température ambiante. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait SpaceX. SpaceX, ils ont réussi à faire des fusées pas trop chères parce qu'ils arrivent à remplir le réservoir en pas longtemps. Les autres, il y a plusieurs jours pour remplir le réservoir, donc il faut maintenir le réservoir au frais. Il faut, voilà. SpaceX, ils ont décidé de le faire en pas très longtemps. Ouais. Mais je trouve qu'ils avaient réussi à garder l'hydrogène liquide très longtemps parce que c'était une sorte de gourde qui garde bien la température. Bon, voilà, il y a aussi ça. C'est-à-dire, ils ont amélioré la conservation en température et en plus, ils ont réussi à remplir les réservoirs rapidement. Ce qui fait que la fusée, si tu remplis les réservoirs en 1 heure au lieu de 2 jours, ben en fait, tu es quasiment prêt à décoller instantanément. Donc le liquide, il n'a pas eu le temps de se réchauffer. Alors quand tu remplis sur 2 jours, ben, les premiers litres que tu as remplis, ils ont le temps de se réchauffer. Hein. Voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde l'idée ? Ce que je vous propose, je vais mettre en pause la vidéo. Je vous laisse essayer de voir les quelques questions qui sont là. Alors, n'ayez pas peur. Les 3/4 des questions, on ne les a pas vues. D'accord ? On les a pas vues parce que dans le BIA, ils adorent ça, mettre des questions où ça sort un peu de nulle part. Là, attention, c'est pas du tout représentatif des questions de ce module-là. Hein. D'accord ? Donc n'ayez pas peur si vous n'arrivez pas à répondre à la moitié des questions d'ici, c'est pas grave. Ok ? Allez, je mets en pause la vidéo. Hop. Ok. Donc, à bord des avions légers, quelle est souvent l'alimentation électrique? Est-ce que vous avez une idée? 220, Perdu. Le 220, c'est quoi souvent quand on parle du 220? c'est les maisons. C'est les maisons, c'est les prises EDF. Le 50 Hz, c'est pareil, c'est les maisons, les prises EDF. Le 220 volts 50 Hz, c'est le sinus qu'on a dans les prises. Ok? Sauf que les avions, est-ce qu'ils tournent avec une prise? Ils tournent sur quoi? Batterie. Batterie. Donc, les batteries, souvent, c'est pas des tensions très très hautes. Et donc, là, ce qu'il faut... En fait, le problème, c'est que vous pouvez pas le savoir de base tout seul. Mais, du coup, les avions, c'est du 12 volts. D'ailleurs, comme les voitures. Voilà, c'est ce que tu allais dire. Les camions, c'est 12 volts aussi? Hein? Exactement. Les camions, c'est plutôt du 24 volts, les batteries. Voilà. Ok? C'est bon pour tout le monde? Alors, la pompe électrique de gavage, elle est utilisée pour quoi? Alors, vous vous souvenez, je vous ai dit, dans les ailes basses, on a le moteur qui fait tourner une pompe qui remonte le carburant, mais au début, quand je n'ai pas démarré, je suis obligé de mettre une pompe électrique. C'est la pompe électrique de gavage. Est-ce qu'elle sert pour la mise en route du moteur? Oui. Est-ce qu'elle sert pour prévenir une panne de la pompe principale au décollage ou à l'atterrissage? Peut-être. Alors j'ai entendu un nom, donc je vais mettre un peut-être. Est-ce qu'elle sert à lutter contre la formation de vapor lock? Vapor lock, c'est quoi? Comme j'ai des gaz qui sont absorbés et qui vont être accélérés, ils se refroidissent. Ça fait, dans le moteur, ça risque de faire du givrage. Si ça givre, qu'est-ce qui se passe quand je rajoute du givre à la place de rajouter de l'air? Bah, ça explose moins bien. Et si ça explose moins bien, ça peut en plus bloquer les soupapes d'admission ou comme ça. Donc ça peut même être dangereux en fait d'avoir ça. Le givrage, c'est vraiment un truc pourri. Hein. On perd vachement de puissance. En gros, quand on est dans un avion, par moment, on entend le moteur qui commence à secouer et à faire des vibrations bizarres. Et on voit la puissance. Vous vous souvenez, je vous avais dit, on a un endroit ici, là. Hop. Aïe, je viens de me couper avec ça. Ici, j'ai l'endroit de la vitesse de rotation du moteur, ça correspond à sa puissance.
Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on entend notre avion qui se met à bouger, et on voit légèrement la puissance qui diminue. Et là, qu'est-ce qu'on fait pour éviter ça? Alors, souvent on est en l'air et on ne peut pas réatterrir. On utilise le bouton qui est ici. Alors, vous ne le voyez pas, ça s'appelle Carb Heat, réchauffage carburateur. Réchauffage carburateur, ça fait quoi? Au lieu de prendre l'air extérieur, qui est déjà froid et parfois humide, et de l'injecter ensuite pour que ça fasse l'explosion, on prend de l'air qui passe dans l'espace du moteur. Ok? L'avantage, comme le moteur est chaud, c'est de l'air qui est un peu plus chaud et un peu plus sec du coup. Ouais. Et pourquoi c'est pas de base? Ben parce que ça consomme de la puissance. Ah. Donc, en fait, le réchauffage carbu, on le met quand on réduit la puissance du moteur qui ne tourne pas à fond. Comme il est moins chaud, ben on risquerait de givrer. Donc on met le réchauffage carbu à ce moment-là. Ou sinon, quand ça commence à givrer, hop, on tire le réchauffage carbu. Et en général, l'aiguille, elle se stabilise ici. Elle remonte pas vraiment. Et c'est au moment où on repousse le réchauffage carbu pour redonner toute la puissance que ça remonte. Voilà. Alors là, c'est pareil, c'est des procédures, c'est quand on commence à apprendre les pannes des avions, quoi, tout ça. Mais moi, ça m'est arrivé, l'autre fois, j'étais à l'arrêt au sol, hein. J'avais baissé la puissance parce que j'avais pas besoin d'avancer, vu que j'étais en train de faire d'autres choses, des messages et tout ça. Et à un moment, mon avion qui commence à vibrer, alors moi, j'avais jamais rencontré ça, je savais pas encore comment ça marchait. Et c'est mon instructeur, il m'a dit, bouge pas, regarde, tire le réchauffage carbu. Je l'ai tiré. Ouais, ça a un petit peu moins vibré, mais pas très impressionnant. Puis, quelques secondes après, ça a commencé à se calmer. Et il m'a dit, vas-y, maintenant repousse le réchauffage carbu. Et là, d'un coup, quand j'ai repoussé, j'ai récupéré toute la puissance de mon moteur. Mais sinon, j'étais tombé presque à la moitié, quoi. Voilà. Donc le givrage, c'est quelque chose de pas cool. Du coup, j'en étais là. Est-ce que ça peut lutter contre la formation de vapeur lock? La pompe électrique, elle sert à aider à remonter pour pas que le carburant se bouge. Là, on ne saurait pas, d'accord? Moi, personnellement, je ne saurais pas. Là, j'aurais dit plutôt oui. Là, j'aurais dit je ne sais pas. Par contre, on me propose tous les cas ci-dessus. J'en avais un dont j'étais sûr, un où j'étais 3/4 sûr. Donc, je me dirais, là, techniquement, c'est quoi le plus probable? Tom? C'est quoi le plus probable? Pour la pompe électrique, Ouais. pour la mise en route du moteur. Alors ça, c'est le plus probable, mais je viens de dire, celui-là, j'avais quand même, pour moi, je suis quand même convaincu que ça marche aussi, donc. Si je sais que j'en ai deux, que le troisième, je suis pas sûr, et qu'on me propose tous, si j'étais sûr d'avoir les deux premiers, je vais dire, ouais, c'est tous. Ok? Même si celui-là, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Parce que j'étais quasiment sûr de ces deux-là, déjà. Vous voyez un petit peu la déduction qu'il faut avoir? Ouais? Romain? Non, tu as le droit qu'à une seule réponse. Donc là, la bonne réponse, c'est la D. C'est pour ça qu'en fait, je réponds toujours à côté et au dernier moment, je choisis ma réponse. Ok? Et d'ailleurs, le jour où vous serez en examen, la réponse, elle ne se met pas sur la feuille ici, elle se met dans une grille avec des cases à colorier. Je vous en donnerai une. Ah, mais on en avait fait quand on était à l'aérodrome. Vous vous souvenez que c'est un peu pourri parce qu'il ne faut pas se tromper de ligne quand on recopie et tout ça? Voilà. Un avion push-pull. Alors, c'est quoi un avion push-pull? Ça ne veut pas dire qu'il pousse des poulets, hein? Non. C'est quoi push-pull? Oui, voilà. Eh? Ça veut dire pousser, tirer? Pousser, tirer. En fait, un avion push-pull, je prends mon avion ici. J'ai ici un système avec une hélice qui pousse, et j'ai ici un système avec une hélice qui tire. Les deux sont sur le même axe. Vous voulez une image de ça pour voir ce que ça veut dire? Parce que mon dessin avec mes stylos est pas terrible. Hop, bougez pas. Avion, push, oula, push-pull. Hop, image. Alors, bien sûr, j'ai aucune image. Si, la deuxième. Ouais, voilà, super, merci. Et bien sûr, vous y voyez extrêmement bien. Bon, c'est l'idée. J'ai le moteur ici, une hélice à l'avant, une hélice à l'arrière. Une qui tire, une qui pousse. Ok? Voilà. J'ai pas trouvé d'image un peu mieux que ça, donc je suis désolé. Ouais, non, j'en ai pas des terribles là. Bon, vous avez compris l'idée? Ok. Alors, du coup, l'avion push-pull, est-ce que c'est un avion avec un système de marche arrière?
Non, pas du tout, hein. Pas du tout. Est-ce que c'est une motorisation à 2 positions, tout ou rien? Non. Non, non. Tout ou rien, ça voudrait dire allumé ou éteint. Mais si c'est éteint, ça pousse pas, hein, ça fait rien du tout, si c'est éteint. 2 moteurs alignés sur l'axe longitudinal, l'un fonctionnant en traction et l'autre en propulsion. Oui. Un pilotage automatique par GPS enclenché par une simple pression sur un bouton situé sur le manche, push, et libéré en tirant sur ce même bouton pull. Alors là, on est dans les phrases full bullshit. Je vous avais dit qu'ils aiment bien inventer des phrases pour que ceux qui le passent en candidat libre et qui n'ont rien suivi, ils aient vraiment aucune idée de quoi on parle. Donc là, la bonne réponse était 2 moteurs alignés sur l'axe. Voilà. Ok? C'est bon? Alors ensuite, on vient sur la question sur les ULM, donc les poubelles du ciel. Un des matériaux ci-dessous n'est pas utilisé pour la réalisation d'une hélice d'avion léger ou d'ULM. Alors, le problème des questions n'est pas utilisé, il faudrait mieux répondre à qu'est-ce qui est déjà utilisé. Comme ça, on va éliminer des phrases. Est-ce que le bois, une hélice peut être en bois? Oui, les anciennes hélices étaient en bois. Donc ça veut dire que la réponse B, je l'élimine parce que je sais qu'elle était utilisée. Ensuite, En aluminium, il y en a aussi. en aluminium, il y en a aussi. Donc, l'aluminium, je l'ai nul. C'est quoi que tu voulais dire? On élimine. Est-ce qu'en fibre de carbone, c'est possible? En composite, c'est léger, c'est solide. Donc, là, si on hésite entre les deux, ouais. Mais du coup, le tungstène, c'est réputé pour être Ouais, c'est ultra. Alors, le tungstène, c'est réputé surtout pour résister aux très fortes chaleurs. Oui, ça résiste à 7000 degrés. Voilà. Est-ce qu'une hélice, elle est soumise à des très fortes chaleurs? Non. Et le tungstène, c'est assez cher aussi. Donc, là, de toute façon, si vous savez pas, il faut faire un pif entre les deux. Mais déjà, votre pif, vous avez une chance sur 2 d'avoir juste, alors qu'avant, on avait une chance sur 4. Ok? Donc ici, la bonne réponse, c'était celle-là. L'alliage tungstène, le tungstène, c'est souvent fait pour les tuyères, le tungstène. La tuyère, vous savez, c'est là où il y a les gaz d'échappement très chauds. Parce que ça résiste vachement aux hautes chaleurs. Ok? Mais pour une hélice, on s'en bat les couilles. Mettre une hélice en drapeau. Alors ça, on l'a pas vu. Et je vais vous expliquer ce que c'est. Je suis avec mon avion. Je sais pas où est mon avion. Mon avion est là. Bon, mon avion, où il est, on s'en fout. Là, il est là, mon avion. Voilà. Ok? J'ai mon hélice comme ça qui est en train de tourner. Ok? L'hélice en drapeau, c'est sur des hélices à pas variable. Hein. D'accord? Ça marche pas sur une hélice classique. On peut pas y toucher à l'hélice, donc ça règle la question. Et bien, c'est fait qu'on met l'hélice comme ça. Ah, c'est pour diminuer. à 90 degrés. Ça sert à quoi? Vas-y. À diminuer le frottement. À diminuer le frottement. Ok? En fait, imaginez, mon moteur cale. Si je le laisse comme ça, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça crée de la résistance dans l'air. Or, mon but, c'est d'arriver en planer le plus loin possible pour aller me poser en sécurité. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre l'hélice en drapeau. Ouais. Et je crois que c'est mis automatiquement sur certaines hélices. Ouais. Le pas variable de mélange. Exactement. Sur certaines hélices, ça y est automatiquement comme sécurité. Sur les planeurs, c'est utilisé. Sur les planeurs qui ont un moteur, il y a la mise en drapeau pour que le planeur, ensuite, quand il fait plus tourner, quand le moteur, on l'éteint, une fois qu'on est en l'air, hein, alors il y a des planeurs avec moteur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous en avais parlé. Et bien les planeurs avec moteur, hop, les motoplaneurs du coup, ils mettent l'hélice en drapeau comme ça pour que l'hélice, elle fait plus rien. Elle voit le vent passer, mais elle sert à rien. Ouais. Mais il n'y a pas aussi des planeurs qui rangent carrément l'hélice à l'intérieur? Si. Alors il y a des planeurs où en fait l'hélice se replie, touc, et rentre à l'intérieur du fuselage. Ça c'est stylé. Bon, ça coûte un bras, mais c'est stylé. Donc, l'hélice en drapeau. Alors l'hélice en drapeau, est-ce que c'est, s'il vous plaît, l'angle de calage nul? On vient de dire quoi? On vient de dire qu'on la tourne complètement comme ça. Donc est-ce que c'est 0? Non, 0 c'est ça. D'accord? Donc, c'est lequel ici? C'est le 90 degrés. Ok? C'est bon pour tout le monde? Ok. Le rendement d'une hélice est défini par le rapport. Alors ça, c'est vrai pour tous ceux qui font de la SI là. Le rendement d'un système, et tous ceux qui font de la physique, c'est toujours la même chose, le rendement. C'est puissance utile sur puissance absorbée. Ça, c'est vrai pour tous les systèmes.
des fois, vous verrez des vidéos qui vous disent « J'ai un rendement, Nathan, j'ai un rendement supérieur à 1. » Est-ce que c'est possible d'avoir un rendement supérieur à 1? Ben oui. Alors, quand on triche, oui. Quand on triche pas, non. Pourquoi? Parce qu'en fait, la puissance absorbée, si j'ai un rendement plus grand que 1, ça veut dire que j'ai plus fourni de choses que ce que j'absorbe. C'est pas possible. La physique te dit que c'est pas possible. Souvent, les systèmes qui font des rendements supérieurs à 1, c'est des systèmes où ils n'ont pas considéré, par exemple, des rendements supérieurs à 1, c'est des gens qui vont te dire j'ai mis une ceinture qui me fait de l'électricité quand je marche. Et ils vont te dire bah, j'ai rien de consommé, c'est juste la personne qui marche. Voilà. Mais en fait, la personne qui marche, elle a bouffé avant. C'est ça qui lui donne de l'énergie. Et donc, il faudrait prendre en compte l'énergie fournie par la nourriture. Voilà. Et en fait, souvent, les systèmes qui ont des rendements à 1, c'est qu'ils négligent l'air consommé, le mouvement, ils négligent plein de petits trucs qui font que, en fait, l'énergie, elle est forcément prise quelque part. Ok? Donc là, ici, c'était la puissance utile sur la puissance absorbée. Ce que je fournis sur ce que j'absorbe. Ok? Et c'est surtout pas traction sur vitesse ou puissance sur traction, ça marche pas. Hop. C'est bon? L'hélice à calage variable, ça c'est un truc qu'on a vu. Normalement, tout le monde doit pouvoir y répondre. Alors, ceux qui ont répondu la réponse A, levez la main. Grand pas au décollage, petit pas en croisière. Ceux qui ont répondu la question B, la réponse B, levez la main. Ceux qui ont répondu la réponse C. T'as répondu la réponse C? Oui. Alors, souvent, déjà au décollage, c'est pas un grand pas. Ça peut pas être. C'est forcément le petit pas. Je mets une petite vitesse, c'est le moment où j'ai besoin de forcer. D'accord? Donc à la rigueur, si tu avais dû mettre un truc, ça aurait été plutôt la D. Mais en croisière, c'est quand j'avance à vitesse normale. Si je mets mon drapeau, mon hélice en drapeau, mon hélice, elle sert plus à rien. Donc en gros, bah, c'est comme si je finis en plané. Mais en plané, je ne vais pas faire ma croisière. En croisière, c'est que je suis à altitude constante, je vais tout droit, je vais... Voilà. Ok? Donc c'est pas le drapeau, c'est forcément la réponse B. Ok? Est-ce que tu as compris ton erreur? Ok. Lorsqu'un avion s'élève, la diminution de la densité de l'air aura tendance à faire quoi? Alors, ici, il y a plusieurs choses. Est-ce que ça peut provoquer un givrage carburateur? Potentiellement, quand on s'élève, l'air est plus froid. Donc, potentiellement, ça pourrait. Ok? Je vais le mettre comme ça avec un point d'interrogation, Nathan. Est-ce que ça augmente la puissance utile? Non, ça c'est sûr que non. Est-ce que ça appauvrit le mélange? J'ai moins d'air. Donc ça veut dire que j'ai trop d'essence ou pas assez d'essence? Trop d'essence. Donc si j'ai trop d'essence, c'est que j'ai enrichi. Donc ça, moi je la garderai. On aurait pu hésiter avec le provoquer un givrage carburateur. Mais là, on ne nous parle pas du tout de la température. On nous parle juste qu'il y a moins d'air. On ne nous dit pas qu'il fait plus froid. Donc, entre les deux réponses, personnellement, j'aurais peut-être hésité. Mais ce qui est sûr, c'est que celle-là, j'en suis sûr à 100%. Celle-là, c'est pas tout le temps le cas. Ok? Donc la bonne réponse, c'était la D. Mais vous voyez comment les questions, elles sont quand même fines un peu des fois. Hein. Bon. Vous prenez la moins pire, ou celle qui vous inspire le plus, et puis voilà. Hein. C'est bon? Allez. Youp. On a bientôt fini. Durant un cycle de fonctionnement d'un moteur à piston, le seul temps qui fournit de l'énergie mécanique utile pour la propulsion, Roman? Moi j'ai mis l'explosion. Ouais, exactement. C'est le moment où mon gaz, il est chaud, il explose, donc il pousse le piston. Et c'est là où ça fait tourner le moteur du coup. Et effectivement, il n'y a que pendant l'explosion détente que ça fait l'énergie produite. C'était bon, Timo? Ok, cool. Dans un moteur 4 temps, lors de l'explosion, est-ce que les soupapes sont ouvertes, fermées? On va demander à quelqu'un qui ne s'y connaît pas trop en mécanique. J'en ai vu plein des mécaniciens. Émilie, est-ce que tu sais? Dans le moteur 4 temps, lors de l'explosion, est-ce que les soupapes elles sont fermées, ouvertes, ou est-ce que ça n'a pas d'importance? Peut-être fermé, je sais pas. Alors, il faut absolument que toutes les soupapes soient fermées. Alors, attends une seconde. Petite pause, et on recommence.
Oui, je t'écoute. Il y a bien la soupape d'échappement. Oui, mais la soupape d'échappement, surtout, c'est pas pendant l'explosion. C'est qu'après. C'est que pendant la phase d'après. Pendant l'explosion, le but, c'est de pousser le piston. Si jamais tu as une soupape d'ouverte, les gaz, ils vont faire quoi? Aïe, aïe. Ils ont le choix entre s'échapper à un endroit où il n'y a pas de résistance et pousser un piston. Ils font comme vous, hein. Si vous avez le choix entre vous la couler douce et faire des efforts, oh ben, le choix il est vite vu, hein. Voilà. Ok. Donc lors de l'explosion, il faut surtout fermer les deux soupapes. Sinon on perd toute l'énergie. Et on est un peu déçu. Un turbopropulseur, il a pour quel rôle? Compresser l'air admis dans les cylindres, augmenter la pression aux injecteurs d'un moteur à piston à injection, entraîner une hélice ou servir de génératrice auxiliaire. Exactement, le turbopropulseur, il entraîne une hélice. Son seul but, c'est d'entraîner l'hélice qui est devant. Ouais. Servir de générateur auxiliaire, on l'a pas vu. Alors je vous le dis, c'est ce qu'on appelle l'APU, l'Auxiliary Power Unit. L'Auxiliary Power Unit, l'APU, qui est souvent dans la queue de l'avion, c'est une sorte de génératrice qui, en consommant du carburant, fait de l'électricité. Ça, c'est en cas de panne de la batterie ou des systèmes électriques. À l'arrière, il y a un truc au cas où, alors surtout dans les avions de ligne, hein, qui permet de générer du courant en cas de problème. Ok, donc c'est ce qu'on appelle l'APU, donc l'Auxiliary Power Unit. Ok. Je vous laisse 2 secondes pour le noter. C'est bon? Tout le monde l'a noté? Samuel, c'est bon? Ok. Yo. Allez, on a presque fini. Alors, dans un turboréacteur, l'air suit le trajet suivant. Alors. Ah oui, c'est en haut. Ok. Alors, la tuyère. Est-ce que la tuyère, c'est le premier élément? Non. Eh bien non, la tuyère, c'est ça là. C'est la jupe qui est à l'arrière où il y a les gaz d'échappement. Donc la tuyère, c'est forcément en dernier. Donc c'est déjà, quand je regarde les éléments ici, ça finit par tuyère, ça finit par tuyère, ça finit pas par tuyère. Donc là, lui, je vais pouvoir éliminer ici. Et lui, je vais pouvoir éliminer ici. Ensuite, si on remonte au milieu, à un endroit, là, il y a la chambre de combustion. Ok? Et il y a un truc après, il y a un truc avant. C'est quoi les trucs après et avant? On sait que la turbine, c'est au début, Ouais, et c'est quoi après? le compresseur. Ah, est-ce que vous êtes d'accord? L'air, quand il arrive dans la chambre de combustion, il faut qu'il soit déjà compressé. Donc le compresseur, il est forcément avant la chambre de combustion. Et après, à la fin, une fois qu'on a compressé, qu'on fait brûler les gaz, ça va faire tourner la turbine. Donc le bon ordre, c'est l'air arrive, il est compressé, on le fait brûler, il fait tourner la turbine. La turbine, elle fait tourner le compresseur aussi. Hein. Mais c'est un axe au milieu qui va faire tourner le compresseur. Okay? Et les gaz finissent de s'échapper par la tuyère. Donc la bonne réponse, c'était la B. Est-ce qu'il y en a pour qui c'est pas très clair et qui veulent que je réexplique quelque chose sur ça? Ou ça va à peu près? Il y en a beaucoup qui s'étaient trompés là? Sur ça? Ouais? Non? Samuel? Non? Ok. La plupart des moteurs d'avions légers est équipés d'un système de double allumage. Et c'est quoi l'avantage du système de double allumage? Alors, est-ce que ça améliore la combustion et ça augmente la sécurité en vol? Si j'ai 2 étincelles au lieu d'une? Oui, donc ça on le garderait. Diminuer l'usure des bougies. Alors est-ce que c'est le but premier? Ben, en fait, comme les deux vont s'allumer en permanence, ça va pas diminuer vraiment l'usure. Alors un petit peu, mais pas... Donc là, ça, non. Est-ce que ça réduit la consommation de carburant? Ben, dans les deux cas, de toute façon, j'ai une explosion, donc ça va pas réduire quoi que ce soit. Est-ce que ça régule la consommation électrique? Alors là, n'importe quoi. Là, on est vraiment dans le délire le plus complet. Donc, la bonne réponse, c'était la A. En gros, on a double bougie pour chaque piston pour être sûr qu'il y ait une étincelle qui se fasse et que notre moteur il tourne bien correctement, quoi. Ok? Qu'est-ce qui se passe si jamais j'ai une bougie qui est morte? Alors, imaginons dans une voiture normale si j'ai une bougie qui est morte. Ben, alors, mon moteur, s'il m'en reste encore assez autour, si c'était un moteur étoile, ben, il ferait les autres cycles, mais celui-là, il le ferait pas.
Donc il continuerait un peu avec son élan, mais il aurait des petits hoquets quoi, de temps en temps. Ok? Ouais. Et si la bougie elle cesse de fonctionner dans un moteur étoile, il va quand même y avoir l'injection d'air et d'essence. Avec la compression, ça peut pas. Il n'y a pas des fois où ça peut s'allumer tout seul. Alors, il peut y avoir des... Alors, si sur certains systèmes, en fait, l'allumage se fait parce que les gaz sont chauds, je les comprime, et ça fait une auto-allumage. Mais on est sur... je crois que c'est les diesels qui font ça. Voilà. Je suis pas spécialiste du tout mécanique, j'espère que je te dis pas une connerie. Ok. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur les avions, c'est des moteurs à explosion classiques, et donc c'est une bougie. Ok. Composition idéale d'un mélange air-essence. 1 gramme d'essence pour... C'est 15. C'est 15, ouais. Ok. Allez, dernière question. Hop. Dans un moteur à piston, le vilebrequin, il sert à quoi? Alors déjà, c'était quelle couleur dans ma super maquette là? Voilà, c'est le bleu. Ok, c'est le truc qui est au milieu. Et il fait quoi ce truc bleu? On avait ici la bielle. Donc on a le piston. Le piston bouge de en bas. La bielle, ici, elle va venir pousser le vilebrequin en faisant ça. Et le vilebrequin va tourner. D'accord? Donc est-ce qu'il sert à limiter la course du cylindre? Il limite rien du tout, hein. Le cylindre il fait sa vie, on s'en bat les couilles. Est-ce qu'il transmet le mouvement des soupapes aux bielles? Alors là, ça veut dire que vous n'avez rien compris, parce que les soupapes, c'est ce qu'il y a ici, là, en haut, c'est ce qui permet de faire rentrer l'air et tout ça. Est-ce que les soupapes, elles mettent de l'énergie sur la bielle qui est là? Absolument pas, hein. Il n'y a aucun lien entre les deux, donc celle-là, elle n'a pas de sens. Donc ça, c'est pas possible. Est-ce qu'elle transmet le mouvement des pistons au cylindre? Là, c'est pareil, ça ne veut pas dire grand-chose. Est-ce que ça transmet le mouvement des pistons à l'arbre de l'hélice? Oui, en gros, ça transforme le mouvement, qui est un mouvement rectiligne, d'aller-retour en mouvement de rotation. Donc ça, c'était là. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Non? La 27? C'est deux moteurs, c'est la 27C, deux moteurs alignés sur l'axe longitudinal.